Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les Uber Files, les dossiers Uber, encore un scandale qui touche de près Emmanuel Macron, même s'il disait que ça lui en touche une sans faire bouger l'autre, à la manière de Jacques Chirac. Un lobbyiste très proche finalement lorsqu'il était à Bercy de cette entreprise de VTC de la Silicon Valley qui a permis finalement de tordre un peu le droit français pour imposer un modèle, le modèle Uber, c'est-à-dire des emplois en dehors un peu du cadre de la loi. Et ce rapport parlementaire a montré ces proximités assez inquiétantes entre celui qui allait devenir président de la République et qui l'a été et le patron d'Uber ainsi que les différents lobbyistes de l'entreprise américaine. Pour en parler avec nous ce matin, Sébastien Delogu, député France Insoumise des Bouches-du-Rhône et qui a la particularité d'avoir été, lui, VTC aussi dans une autre vie. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots de quoi il en retourne pour ce scandale des Uber Files ? Écoutez, déjà, je tiens à souligner le travail exceptionnel de Danielle Simonet, qui a joué un rôle de rapporteur qui a été magnifique. Elle a énormément travaillé et je la remercie d'avance. Ensuite, on s'est appuyé sur les 124 000 documents qui ont été donc émis, qu'ils ont été publiés par Le Monde, par Uber, pour les comment on appelle ça ? Bon, en gros, c'était publié et que McManaman a publié donc tout ça. Tout ce que je peux vous dire, moi, sur ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, parce que c'est, pour moi, important, c'est que la société Uber a réussi à faire plier le droit français pour imposer son modèle. Et imposer son modèle comment ? Justement, en voyant et en discutant avec des personnes qui aujourd'hui font partie du gouvernement, comme M. Vivier, par exemple, qui a été lui aussi une personne qui a amené des amendements à cette époque-là, tout fraîchement écrit par la société Uber Files, et c'est une entreprise donc qui est parvenue à empêcher le contrôle administratif et judiciaire, une entreprise qui est parvenue à exploiter chaque faille de la réglementation en France par le biais de ses parlementaires, par le biais du ministre de l'économie à l'époque qui était donc Emmanuel Macron. Et c'est bien selon cette enquête journalistique-là qu'on montre bien que ce ministre de l'économie à l'époque qui était donc Emmanuel Macron a joué un rôle prépondérant dans l'implantation de cette multinationale américaine en France. Il faut rappeler aussi que sur cette commission d'enquête parlementaire, il y avait évidemment Danielle Simonet pour la France Insoumise, mais également Benjamin Haddad pour le groupe Renaissance. Benjamin Haddad qui était l'ancien directeur de l'Atlantic Council, un lobby puissant pour faire valoir les intérêts américains et qui se retrouve député Renaissance, qui a empêché d'une certaine façon que certaines personnes soient entendues par la commission d'enquête. Tout à fait. D'ailleurs, M. Vivier n'a pas pu être donc une personne qui allait être donc auditionnée pour la simple et bonne raison qu'on lui disait que c'était un député qui était encore donc à l'Assemblée nationale et on ne pouvait pas le voir et lui parler. Donc du coup tout ça amène à quoi ? Amène à ce qu'aujourd'hui, par exemple, des personnes comme moi qui étaient taxis à cette époque-là, qui a dû tout perdre parce que l'implantation d'Uber a fait baisser son chiffre d'affaires, j'ai perdu toute ma famille, il y a des gens qui se sont suicidés parce qu'ils ont tout perdu. Il y a des milliers de personnes qui sont venues donc travailler pour la plateforme et qui travaillent dans des conditions qui sont complètement précaires, où le système social français n'est pas respecté, où la réglementation de ces deux professions, que ça peut être les professions de chauffeur-livreur comme ça peut être la profession du taxi, a amené à une déréglementation complète de ces professions et une déshumanisation complète de ces gens qui devaient travailler pour enrichir toujours plus ces gens-là. Et si je peux me permettre, Benjamin Haddad, lors d'une commission d'enquête, moi je devais donc m'exprimer auprès de la Première ministre pour savoir ce qu'il en était par rapport à cette époque-là sur les révélations Uber Files. Il ne m'a pas laissé du tout la parole et je n'ai pas pu m'exprimer. Et derrière, Madame Berger, qui est aujourd'hui ministre, me disait vous ne pouvez pas vous battre pour le lobby du taxi. Je lui disais non mais excusez-moi, mais moi j'ai été taxi, j'ai besoin d'avoir des comptes sur ce qui se passe, mais en fait tout ça est, on va dire en quelque sorte, une certaine manière de nous faire comprendre qu'ils vont utiliser des beaux mots, des belles phrases qui sont déjà toutes préparées, qui aujourd'hui flèchent à ne pas s'intéresser de plus près à ces révélations et qui amènent aujourd'hui à ce qu'on ait un rapport qui est, on va dire,
très proche des documents internes qui ont été révélés selon les Uber Files dans le monde, mais effectivement, on arrive à comprendre que la société Uber, avec l'ancien ministre de l'économie qui est Emmanuel Macron, qui est le président de la République aujourd'hui, ont tout fait pour faire implanter cette multinationale et déréglementer les professions. Et c'est une entreprise, comme je vous le disais tout à l'heure, qui est parvenue à empêcher le contrôle administratif et judiciaire et à exploiter chaque faille de la réglementation en France. Oui. On parlait même d'un kill switch, hein, c'est-à-dire un moyen d'effacer toutes les preuves et les traces si jamais la répression des fraudes ou l'administration s'intéressait de trop près aux affaires d'Uber. Enfin, la défense d'Emmanuel Macron par rapport à sa proximité avec cette entreprise, c'était de dire que ça créait de l'emploi et qu'il fallait trouver des moyens justement pour donner de l'emploi à des jeunes issus des quartiers et que Uber était un formidable employeur. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Écoutez, monsieur, moi, je suis issu des quartiers nord de Marseille. Je suis une personne qui a fait des milliers d'emplois précaires et des milliers de petits boulots. Quand on a des boulots comme des boulots avec Uber, où on doit livrer la nourriture aux bobos dans les quartiers riches, où on doit faire Uber et on doit donc transporter des gens pour rentrer chez soi, avoir des salaires de misère, est-ce que ça va réellement changer une situation quand on est un habitant des quartiers nord de Marseille? Non, ça ne change pas. La preuve en est, c'est que quand j'étais taxi, un de mes voisins a commencé avec Uber et c'était l'un des premiers Uber à Marseille. Et il me disait, non mais Seb, ça va me sauver la vie, etc. Tu peux pas comprendre, c'est quelque chose de fabuleux, je vais pouvoir travailler. Donc du coup, ils leur ont vendu du rêve, ils leur ont envoyé des paillettes dans les yeux. Et puis à la sortie, c'est des gens qui, quand ils rentrent chez eux, sont comme ils sont partis, c'est-à-dire qu'ils ont travaillé pour presque rien et ils reviennent avec pratiquement rien à leur domicile. Et c'est des gens qui sont dans des situations extrêmement précaires. Ouais. Et tout ça amène aussi, et je tiens à vous alerter sur ça, c'est que il y a eu quand même, donc, à la cause de cette déréglementation de la profession-là, il y a eu quand même des personnes qui ont été violées dans des Uber parce qu'ils ne sont pas donc sécurisés. Il y a eu des personnes qui ont livré de la drogue avec des Uber. Donc, du coup, c'est quelque chose qui est complètement pas palpable. On ne peut pas contrôler tout ça puisque là, il n'y a plus de réglementation. Or, un taxi, il est bien réglementé. Et vous avez aussi, permettez-moi de le dire, mais des personnes qui se sont senties complètement désabusées par cette société-là et qui sont allées se plaindre. Et maintenant, vous les voyez faire des manifs pour demander à être salariés. Et je pense qu'avec le travail qu'a fait Laila Chabi au Parlement européen, on pourrait aujourd'hui avoir une porte de secours pour justement salarier toutes ces personnes-là. Et requalifier ces emplois en emplois salariés, puisque ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. Mais quelle va être la suite donnée à ce rapport parlementaire? Est-ce que ça va faire bouger les lignes ou est-ce que ça va être enterré comme d'autres rapports qu'on a eus par le passé? Moi, je pense que ça va être enterré, quoi qu'il en soit. Maintenant, après, c'est nous, la force d'opposition, qui essayons de faire émaner ces rapports-là. Mais maintenant, vous voyez, on a des relais au Parlement européen avec Laila Chabi et on essaye justement de faire plier cette plateforme Uber au niveau européen pour pouvoir faire changer les choses. Bien sûr, c'est un travail de longue haleine puisque si vous faites un retour en arrière de pratiquement 10 ans, où moi j'étais taxi en train de manifester contre l'implantation d'Uber dans notre ville et dans notre pays, vous voyez que ça a pris 10 ans déjà rien que pour émettre un rapport avec des révélations, etc., etc. Donc on va avoir encore du temps devant nous, mais sachez qu'on reste mobilisés et on est une opposition assez forte et ferme sur ces sujets-là, puisque les personnes qui sont censées sortir de la galère, etc., c'est les gens qui ont voté pour nous ici dans les quartiers nord de Marseille, qui font Uber en ville et qui ne se retrouvent pas dans ce système social-là et qui se disent qu'ils se sont fait complètement, excusez-moi l'expression, mais couillonnés, quoi. Donc du coup, ils ont besoin de justice aussi, et donc c'est pour ça que on essaie entre guillemets de faire confiance à la justice française, même si on voit que par ces révélations-là, le président de la République a joué un rôle qui a été majestueux pour Uber. Il les a carrément implantés. Vous arrivez à la gare Saint-Charles, vous avez des panneaux Uber de partout. On a déréglementé complètement la profession de taxi et de chauffeur-livreur, quoi. C'est vraiment quelque chose qui est très grave. Oui, il a joué au VRP et aux lobbyistes de luxe pour Uber. C'est une vraie chose qui sort de ce rapport. Je voulais, pour terminer, revenir avec vous, puisqu'on parle
parle beaucoup de Marseille aussi, sur le remaniement ministériel et l'entrée d'une de vos collègues députés, la Marseillaise Sabrina Agresti-Roubache, qui est nommée ministre de la Ville. Est-ce que vous la connaissez? Qu'est-ce que ça vous évoque, cette nomination? Écoutez, ces nominations-là, moi, je les regarde un peu de loin, pour la simple et bonne raison que je me dis, c'est encore les amis de un tel qui vont rentrer. Regardez Vivier, par exemple. Vivier, bon, je change pas de sujet, hein, mais je vais en venir. Vivier, c'est une personne qui a déposé les amendements pour Uber, pour faire passer la société Uber, implanter la société Uber, et aujourd'hui, il se retrouve donc ministre de je sais pas quoi. Là, maintenant, vous avez donc Madame Agresti-Roubache, que je connais très bien, qui est une personne très gentille, très agréable, très souriante. Ah, c'est parce qu'on voit sur certaines vidéos où elle traite quand même un parent d'élève avec des mots d'oiseau. Non mais attendez, moi je ne vais pas peut-être rentrer dans les détails, mais moi je vous explique que c'est une personne qui est fabuleuse, il n'y a pas de problème. Maintenant, on n'est pas dans le même optique politique, on se combat politiquement, on essaye de travailler sur des dossiers ensemble parce qu'on veut faire bouger Marseille, mais après, nous, on est dans un combat politique. Et si cette personne est proche du clan Macron et qu'aujourd'hui, elle est nommée ministre, je la félicite, très bien, tant mieux pour elle, j'espère qu'elle pourra faire changer les choses, mais on voit très bien que c'est des personnes comme M. Vivier qui se sont fait mettre à cette place-là et qui vont devoir travailler. Après qu'elle ait insulté le patron de la SPA devant l'école de ses enfants parce qu'ils se menaçaient entre eux dans les réseaux sociaux, moi j'ai pas suivi toute l'affaire et je me permettrai jamais de juger la personne. Par contre, ce que je sais, c'est que malgré tout, depuis que je suis député, c'est une des seules qui a appelé à voter pour moi pour faire barrage au Front National, alors que dans le 13e et le 14e arrondissement, vous avez Mohamed Ben Saada qui était l'élu NUPES, qui était contre le Front National, et toute la République en marche à l'époque, donc maintenant qui est Renaissance, n'avait pas appelé justement à voter pour M. Mohamed Ben Saada. Donc on se rend compte qu'elle a quand même un brin, on va dire, de justesse et de normalité qui pourrait peut-être nous laisser espérer qu'elle va faire que bouger les choses dans cette ville. Moi, je l'espère. Maintenant, après, ça reste une personne qui est dans le clan d'en face, c'est-à-dire dans le clan des macronistes. Et donc, je souhaite, de toute façon, quoi qu'il en soit, combattre. Voilà. Mais sur Marseille, et pour finir, est-ce que après les scènes de révolte et d'émeute qu'on a vues ces derniers jours, Marseille va panser ses plaies? Il y avait le plan Marseille en grand. Est-ce que justement cette nomination va accélérer les choses? Alors, si moi vous voulez que je vous parle de façon très cash et très claire, Marseille pour moi c'est un fief de clientélisme et de vol complètement organisé des subventions qui descendent de l'État. Donc c'est bien beau de faire des plans Marseille en grand, d'arriver de dire on va refaire des écoles, mais des écoles sont choisies par des secteurs, par des personnes politiques qui aujourd'hui choisissent des endroits bien particuliers de la ville pour pouvoir asseoir leur électorat politique. Vous avez des endroits sur Marseille qui sont complètement abandonnés, des terrains qui sont vendus à des promoteurs immobiliers pour faire essayer d'avancer les choses, mais pour construire des grosses villas et pas pour construire des logements sociaux et pour respecter la loi SRU dans l'ensemble de la ville. Vous avez toute une problématique qui aujourd'hui, je pense que ne sera pas répondue par une ministre qui vient de Marseille, même si j'ai beaucoup d'espoir quand même, mais je ne pense pas parce qu'il y a un problème qui est vraiment de longue haleine ici à Marseille, où les élus se croient tout permis et sont en train d'organiser leurs futures élections à chaque fois et sont toujours en train de choisir, tiens, je te donne un terrain, toi, je vais refaire ton école, là, on va fermer une classe, non, on la ferme pas parce qu'il y a trop de mamans qui crient, on va les récupérer pour les élections. Donc tout ça, en fait, est un moyen politique de s'asseoir encore plus sur le terrain. Et moi, je suis contre tout cela. Moi, ce que je veux, c'est le respect de la loi. Donc le respect de la loi au niveau SRU, au niveau de la ville, il faut qu'il y ait la construction de logements sociaux partout dans la ville, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et donc, du coup, quels ont été depuis toutes ces années les permis de construire qui ont été délivrés pour la construction de logements sociaux? Il n'y en a pas eu. Quand il y a eu la réhabilitation des logements qui étaient vides ou des copropriétés qui étaient dégradées, où sont-elles? Où sont tous ces investissements qui devraient venir? Moi, dans ma circonscription, il y a 7 copropriétés qui sont dégradées. On investit des 200, 300 000 euros alors qu'il faut investir des millions d'euros et que l'État veut apporter justement sa pierre à l'édifice. Mais quand on voit que pas toutes les organisations sur le terrain ne font pas le nécessaire pour pouvoir faire avancer les choses, je m'inquiète fortement pour ma ville et je m'inquiète encore plus fortement
comportement pour tout cet argent qui découle du gouvernement, parce qu'on ne le voit pas passer, parce qu'il est complètement bouffé par les politiques locaux. Ouais, merci beaucoup Sébastien Delogu pour ce point sur les Uber Files, le remaniement et Marseille bien sûr.